BDS, c'est une campagne qui s'est créée en 2005, donc une campagne de boycott des investissements en sanctions, qui s'est créée donc en Palestine, hein, essentiellement en Cisjordanie, mais aussi à d'autres endroits, et qui s'est créée en fait en réponse à une situation en 2005 qui est celle de l'impasse en fait de la construction d'un État palestinien suite aux accords d'Oslo de 1993. Israël a passé son temps à repousser en fait les échéances qu'elle s'était normalement engagée à poursuivre, de la création d'un État avec des frontières, etc., tout ce qu'on attend habituellement d'un État. Et en fait, cette frustration a engendré en fait tout un ensemble de réponses et montré l'impasse, notamment des réponses évidemment de révoltes populaires comme l'intifada début des années 2000, la seconde intifada, mais aussi d'impasse en fait de la lutte politique classique, notamment via l'autorité palestinienne. Et donc, d'un côté, l'échec, en tout cas l'échec apparent traditionnellement la lutte armée, et de l'autre côté, l'échec politique de négociation avec l'État d'Israël, a donc donné un espace pour la création d'une autre forme de lutte qui s'appelle la campagne BDS. Et elle regroupe en fait 170 organisations de la société civile palestinienne, des syndicats, des associations, beaucoup d'associations notamment de droit international, de défense de prisonniers, des associations de défense tout court des droits en fait en pratique, des syndicats de travailleurs, il y en a un certain nombre, et des organisations politiques telles qu'elles peuvent exister. Et donc c'est assez représentatif, il y a une certaine légitimité de la campagne BDS au travers de la société civile palestinienne. Il y a aussi une chose importante à retenir sur la campagne, c'est que BDS inclut tous les Palestiniens. Donc quand on pense Palestine, on pense à ceux qui habitent en Palestine, c'est-à-dire ceux qui vivent en Cisjordanie, ceux qui vivent à Gaza, ceux qui vivent à Jérusalem-Est, et ces trois ont des statuts différents avec des cartes différentes, ceux qui sont citoyens israéliens, on les appelle les Palestiniens de 48, et il y a évidemment toute la diaspora qui existe un peu partout. Il y a beaucoup de gens qui ont le statut de réfugiés depuis 48 et qui sont au Liban, en Jordanie, certains en Égypte, un peu partout sur la planète, et qui ont toujours, et c'est aussi une des conséquences du droit international, vous conservez de père en fils le statut de réfugié et d'apatride quand vous êtes palestinien. Donc ce sont toujours des personnes qui peuvent avoir un autre passeport, souvent elles ont un autre passeport d'un autre pays, mais régulièrement elles ont aussi le statut de réfugié. Évidemment, BDS ne s'est pas cantonné à exister en Palestine, c'est une campagne qui a une volonté internationale et qui s'est répandue depuis 2005 dans plein d'endroits. Et on trouve maintenant des groupes BDS dans quasiment tous les pays du monde. Et je vous l'annonce officiellement là aujourd'hui, un groupe s'est aussi créé en Kanaki. Donc là, il y a une semaine de BDS. La campagne BDS en France, elle a essentiellement démarré quelques années après sa création, donc en 2009, à cet autour-là. 2009, c'est une année où il y a beaucoup de missions civiles en France pour la Palestine. Et il y a eu aussi la suite de plusieurs bombardements l'année d'avant sur Gaza. Très très vite, évidemment, la répression a frappé, appelé au boycott d'Israël, a été très vite criminalisé. Donc il y a eu la circulaire Alliot-Marie de 2011. Donc Alliot-Marie, ministre de la Justice du gouvernement Sarkozy pour les plus jeunes d'entre nous. Cette circulaire, en fait, considère que l'appel au boycott de produits israéliens est en fait un appel, une incitation à la haine raciale, donc en l'occurrence l'antisémitisme. Il y a eu beaucoup d'actions qui ont été criminalisées, certains nombres de militants l'ont été aussi. Cette circulaire Alliot-Marie a été tout de suite en fait challengée sur différents voies judiciaires, et elle a été en fait annulée par la Cour européenne des droits de l'homme, donc en 2021, et cette fois, toutes les actions sur les militants et les militantes ont été cassées très récemment, le 11 octobre dernier, par la Cour de cassation, annulant toutes les actions en justice contre les personnes appelant au boycott. Pourquoi il est important de boycotter et d'appeler au boycott d'Israël ? Premier point de départ, c'est de s'apercevoir en fait que les Palestiniens considèrent que l'État d'Israël est un État d'apartheid. Et l'État d'apartheid, c'est pas juste un mot comme ça, c'est un terme de droit international défini en 1973 par le traité de Rome, qui définit un certain nombre de règles pour définir pourquoi un État est un État d'apartheid. Et quand un État est un État d'apartheid, c'est un crime contre l'humanité, et donc il y a obligation des États signant le traité de Rome de ne pas participer à sa normalisation. La normalisation, c'est quoi ?
C'est l'idée qu'en fait, un État comme Israël est un État qui est, on l'entend souvent, qui est une démocratie vibrante dans un pays ou dans une région où il n'y a pas de démocratie. C'est donc d'instaurer l'idée que ce serait un État normal, un peu comme les démocraties occidentales que nous connaissons ici, comme la France, comme l'Allemagne, etc., etc. Or, ce qu'il faut bien insister, c'est quand on dit que c'est un État d'apartheid, c'est qu'il y a toute une population, en l'occurrence les Palestiniens, qui vivent sous une domination qui est ethno-raciale par un autre groupe de personnes qui sont identifiées comme juifs en Israël, et où il y a ample démocratie et droit, etc., pour ces personnes de statut juif, mais pour toutes les autres, il n'y a pas ça. Et il y en a encore moins, si on prend l'exemple de Gaza ou de la Cisjordanie, qui sont sous régime strictement militaire. Donc on a vraiment des millions de personnes qui vivent dans une démocratie, entre guillemets, du Moyen-Orient, qui met sous une coupe militaire, avec ce que ça implique, hein, privation de liberté, privation de plein de choses, insécurité permanente, etc., y compris même sur sa propre sécurité physique. Et ça, ce n'est pas un État normal. Et il doit être, de ce point de vue-là, dénormalisé. Cette définition d'apartheid s'appliquait à l'Afrique du Sud. Et évidemment, l'une des méthodes de lutte des Sud-Africains, parmi d'autres, hein, il n'y a pas eu que celle-ci, il y a eu un appel au boycott des produits sud-africains. Même si les situations sont très différentes en réalité entre l'Afrique du Sud et Israël, il y a certaines similitudes au regard du droit international. Et donc, il y a aussi, d'une certaine manière, une inspiration de la campagne de boycott qui a eu lieu dans les années 80 contre l'Afrique du Sud et qui a permis en fait une telle pression sur l'État sud-africain qu'il a été obligé de libérer Nelson Mandela et de mettre fin en fait à l'apartheid. Et c'est évidemment l'objectif que se donne BDS en appelant à cette campagne de boycott. BDS considère que pour être efficace, il faut boycotter un certain nombre fixe et limité de compagnies et de produits. Parce que si on a des listes qui sont beaucoup trop longues, on ne retient pas, on boycotte qu'un petit bout et donc on ne boycotte pas de manière efficace. Le maître mot, j'allais dire, de la campagne BDS, c'est en anglais impactful, on doit avoir de l'impact. Donc il y a une série de compagnies, comme par exemple Puma, HP, Carrefour, AXA, donc, et elles dépendent aussi des pays, parce que certaines, évidemment, boîtes n'existent pas dans d'autres pays, certains pays où n'ont pas le même impact. Il y a certaines boîtes qui sont boycottables du côté de BDS, mais qui n'ont qu'une existence, par exemple, en France. L'idée, c'est d'avoir un impact économique, que ça coûte de l'argent à Israël de ne pas pouvoir exporter, d'être isolé du marché mondial. Mais il y a un aspect beaucoup plus, je pense, politique. On doit dénormaliser le fait qu'on prend un risque en termes d'image et pas juste en termes d'investissement. Surtout que des compagnies comme AXA ont une charte d'éthique qui ne doivent pas soutenir des dictatures, etc. et donc des régimes d'apartheid. Et donc, ils sont en directe contradiction avec leur charte et on doit les mettre devant cette contradiction pour qu'ils arrêtent de financer. Donc ça nous amène au deuxième aspect du boycott, c'est l'aspect du désinvestissement. Et il y a le troisième aspect qui est également important, qui est les sanctions. Et donc les sanctions, c'est dire qu'à un moment donné, désinvestir c'est bien, mais on doit aussi appliquer le droit international. Un État d'apartheid, à partir du moment où il est reconnu comme tel par le droit international, doit être sanctionné par la communauté internationale, ne doit pas permettre de commercer de manière normale, doit avoir un embargo militaire, doit avoir des gels des avoirs, par exemple, des personnes, et surtout, un des trucs importants, être soumis à la Cour pénale internationale et pouvoir être jugé pour un certain nombre de crimes, dont celui d'apartheid, crimes de guerre, etc., etc. Pourquoi certaines entreprises participent à l'apartheid et comment ça se manifeste ? Et donc donner des exemples en fait de cibles et de pourquoi est-ce qu'on les cible. Je pense que c'est la meilleure façon d'expliquer la philosophie qu'il y a derrière cet appel au boycott. Un des exemples pour moi les plus frappants, qui est symbolique mais qui est intéressant, c'est Puma. Donc Puma, ce n'est pas une marque israélienne, c'est une marque allemande. Et c'est une marque qui équipe et sponsorise les équipes de foot en Israël, et pas que d'ailleurs en Israël, aussi dans les colonies en Cisjordanie, qui sont donc, je le rappelle, des colonies illégales au regard du droit international. C'est d'autant plus, criminel d'équiper, sponsoriser des équipes, notamment en Cisjordanie, puisque même en Cisjordanie, les équipes palestiniennes, elles, sont constamment empêchées. C'est très très compliqué de pouvoir faire des tournois de foot dans un pays qui est morcelé. Et il y a
plein d'exemples de soldats israéliens qui prennent un malin plaisir à tirer dans les jambes de footballeurs. Donc on a un grand nombre de footballeurs palestiniens qui sont unijambistes uniquement parce qu'ils ont été pris pour cible par des snipers israéliens. Donc Puma donc, est très au courant depuis des années qu'il ne faut pas faire ça. On a prévenu Puma plein de fois et donc la campagne de boycott de Puma est toujours en cours depuis maintenant 3 ou 4 ans. 2019, 4 ans, pardon. Et donc, du coup, on appelle tous les ans, plusieurs fois par an, à boycotter Puma de manière systématique. Un autre exemple, qui cette fois est une boîte israélienne, qui s'appelle SodaStream, que peut-être vous connaissez, c'est comment avoir du coca pas cher à la maison, ou en tout cas des boissons avec de l'eau gazeuse. SodaStream est une entreprise qui avait ses locaux en Cisjordanie, donc occupés, qui depuis a déménagé dans le désert du Negev et qui est connu pour être très maltraitant avec ses employés palestiniens. Et donc SodaStream, c'est un peu une tête de pont d'un produit israélien qu'on trouve un peu partout maintenant en France et que vous pouvez trouver un peu partout et que du coup il faut pas acheter. Un autre exemple, c'est HP. Donc HP, c'est les ordinateurs Hewlett-Packard. HP est complice de l'apartheid au sens où c'est cette compagnie qui équipe un certain nombre d'outils de surveillance des Palestiniens, donc notamment les cartes d'identité, les puces qu'il y a dedans, le système de détection automatique des visages, de surveillance, etc. etc. C'est aussi une entreprise qui équipe les serveurs pour tout ce qui est analyse de données. Et peut-être vous avez vu récemment un excellent papier qui est sorti dans le magazine 972 qui expliquait l'utilisation de l'intelligence artificielle par Israël pour détecter des cibles et bombarder des gens sur Gaza. Ça c'est rendu possible grâce notamment à la technologie de HP. Et un dernier exemple, peut-être aussi important maintenant, c'est Carrefour. Carrefour, c'est donc une multinationale qui vend un tas de trucs, puisque c'est des magasins Carrefour, qui est présent un peu partout dans le monde, qui est très très présent notamment en Amérique du Sud, et aussi notamment au Maghreb et évidemment en Europe, et qui a décidé de s'implanter en Israël, en grande pompe, puisqu'ils ont fait toute une cérémonie avec un distributeur, donc ça passe par des distributeurs, donc vous pouvez trouver des produits Carrefour et des franchises Carrefour donc en Israël, mais pas que en Israël, aussi en Cisjordanie et dans certaines colonies donc illégales. Bon, évidemment pas pour les Palestiniens. Carrefour, en plus, la franchise, a fait plusieurs choses qui ont énormément énervé et qui montrent en fait son lien avec l'apartheid israélien. C'est une compagnie qui a fait une publicité pour son implantation en décrivant Israël, en prenant toute la carte avec Gaza et la Cisjordanie, donc qui est clairement quelque chose pour indiquer que la colonisation continue et, avec Carrefour, on colonise. Et le dernier aspect, c'était au moment de l'offensive en cours contre Gaza. Des franchises de Carrefour ont donné des petits déjeuners gratuits, fournis en tout cas à l'armée israélienne. Donc là, on a une complicité directe d'une boîte comme Carrefour, avec l'apartheid, avec les crimes de guerre, avec notamment la purification ethnique en ce moment à Gaza. Donc du coup, la campagne BDS met comme cible prioritaire Carrefour. Et en France, Carrefour, c'est une enseigne qu'on retrouve partout et qu'on peut tout à fait à la fois boycotter et mettre la pression contre son intervention en Israël. Que peut-on faire maintenant pour soutenir les Palestiniens via la campagne BDS ? BDS, c'est donc une campagne de boycott. Donc déjà, c'est un des actes les plus faciles à faire, c'est de boycotter, c'est-à-dire de ne pas acheter. Il y a une liste disponible sur le site de BDS France de compagnies et de produits à ne pas acheter parce qu'ils participent de près ou de loin à la colonisation, à l'apartheid et donc au massacre actuel à Gaza. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Ça paraît pas beaucoup, mais comme d'habitude, si on est très nombreux à faire ça, il va se passer des choses. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer ? Bon, déjà, je rappelle qu'on est au XXIe siècle et que une des guerres qui est super importante, c'est la guerre de l'image. Je rappelle qu'Israël se fait passer pour l'agressé et que c'est un combat qui est sur du long terme. La colonisation en Israël date de 1948, on est à la 75e année. Donc on sait, tous ceux qui soutiennent les Palestiniens savent que c'est un combat, un marathon de longue haleine. Et donc, y compris même pendant la séquence-là de massacres sur Gaza, c'est toujours avoir ça en tête, que c'est un combat de longue haleine qui passe par l'image, en partie par l'image d'Israël. Et donc, ne pas normaliser Israël, c'est l'un des premiers objectifs. Le deuxième objectif qu'on peut
on pourrait estimer, c'est l'impact économique. Alors évidemment, l'impact économique, c'est un pays qui est isolé déjà hein, économiquement, il est entouré de voisins qui font très peu de commerce avec lui. Du coup, il y a aussi le fait qu'Israël est considéré comme faisant partie de l'Europe sur plein d'aspects. Tous ces aspects-là, il faut pouvoir augmenter son isolement, y compris dans la séquence actuelle. Et enfin, juste pour info, Israël dépense environ 30 millions de dollars par an, c'est peut-être pas beaucoup, mais quand même, pour contrer la campagne BDS, sortir des arguments en permanence pour contrer la campagne. Donc chaque fois qu'une personne de plus participe à la campagne, participe au boycott, commence à en parler autour de lui ou d'elle, commence à boycotter, commence évidemment à mettre la pression. On n'est pas obligé tout de suite de boycotter son Carrefour City en bas de chez soi, mais on peut au moins en parler à la franchise, au chef de la franchise, pour lui expliquer que c'est pas normal, que celui-ci répercute ces choses-là. Et un bon exemple a été la réponse de McDonald's au boycott, puisque McDonald's Israël avait donné des repas gratuits aux soldats israéliens. La réponse a été assez nette sur le boycott en termes d'image et de vente de McDo. McDo est obligé de démentir tout lien avec Israël. C'est la première fois que McDo fait ça. Et d'autres McDo, notamment McDo Qatar, a annoncé qu'une partie des recettes allait aider les Gazaouis et de l'aide humanitaire. Donc McDo Qatar soutient, du fait de la pression, soutient les Gazaouis, chose qu'il ne faisait évidemment pas du tout avant. Donc il y a plein d'exemples comme ça, à petite échelle, qui peuvent devenir très grands. On a toujours l'impression qu'on n'a aucun impact. Justement, l'intérêt d'une telle campagne, à partir du moment où elle est de plus en plus partagée, est d'avoir cet impact-là en termes d'image, en termes économiques, et qui sait plus tard en termes de sanctions, comme je l'ai expliqué. Alors, BDS, c'est une campagne où tout le monde est le bienvenu, et la bienvenue, partout en France, évidemment. C'est une campagne particulière, alors en France notamment, puisqu'elle a été criminalisée pendant longtemps, mais c'est une campagne qui a en fait un regroupement de différentes organisations et de syndicats qui soutiennent la campagne et d'individus qui soutiennent la campagne. Il y a des groupes locaux de BDS un peu partout en France. Et ces groupes, c'est des individus comme vous et moi qui font des actions, qui font des discussions, qui font des formations. On fait aussi énormément de choses pour promouvoir la culture palestinienne, donc des séquences de films. On participe au cinéma Palestine, par exemple. On fait un certain nombre d'actions de soutien, des projections, comme je disais, mais aussi des ventes de produits, et que ça peut prendre plein de différentes formes de soutien aux Palestiniens. Évidemment, on organise des actions de boycott. Le boycott, ça peut être solitaire, mais ça peut être aussi collectif. On peut se mettre, et on l'a fait déjà, devant des magasins Puma, devant des magasins Carrefour. Régulièrement, on fait une action aussi devant les assemblées générales. Je rappelle que Carrefour, AXA, Puma, ce sont des boîtes qui ont des multinationales, donc qui ont des assemblées générales de leurs actionnaires. Et donc, on vient chaque année devant leur assemblée générale pour les shamer là-dessus, sur leur participation à l'apartheid, mettre la pression sur les actionnaires, un peu comme ça se fait pour d'autres causes. Et BDS, c'est une campagne qui est aussi pour la justice, pour la liberté des Palestiniens, contre le racisme, et donc participe aussi aux campagnes qui soutiennent les luttes contre le racisme, contre l'antisémitisme, etc., etc. Et donc on est aussi participant à différents types d'actions avec des organisations et on crée des liens, notamment de soutien je ne sais pas, aux sans-papiers par exemple, ou bien de soutien aux quartiers populaires, etc., etc. Donc nous créons des liens avec ces groupes-là sur certaines actions, parce que le combat des Palestiniens, c'est le combat de la justice, notamment contre le racisme et contre l'antisémitisme.